Voilà, très bien. Bonsoir à tous et merci de nous avoir retrouvés pour cette séquence de formation continue des profs de collège de France, puisque comme c'est en distanciel, c'est ouvert à tous les profs de collège de toutes les régions de France, des écoles juives en France de manière générale. Ça fait déjà quelques mois qu'on a lancé au moins une fois par mois, à des horaires parfois dans l'après-midi, parfois en soirée, une séance comme ça de formation continue, de réflexion. C'est plus l'occasion de se retrouver même à travers une séquence Zoom, mais aussi l'occasion de s'enrichir pour aller plus loin et rentrer après dans des formations régulières. Là, on commence notamment le recrutement pour le programme l'ELAMED pour la prochaine promotion de septembre. En deux mots, avant de lancer les choses, c'est une formation qui a lieu 4 après-midi par semaine pour des enseignants qui sont déjà en poste et qui va à la fois venir approfondir leurs connaissances, les élargir avec un enseignement aussi d'hébreu biblique et puis de pensée juive, mais aussi travailler sur la pédagogie générale, la gestion de classe et tout particulièrement sur la didactique des matières du Kodesh, donc Chumash, Parasha, Halacha, Mishnah, Gemara, Tfila, je dois oublier quelque chose, mais en tout cas, toutes les matières sont abordées. On a commencé notre itinéraire cette année par l'enseignement de la parashat à Shavua dans nos sessions de formation continue. On a déjà vu le travail sur le commentaire de Rashi. Voilà, on continue. Ce soir, c'est consacré à l'enseignement de la Mishnah. Mieux comprendre cette matière qui parfois n'existe pas dans certains établissements parce qu'on passe du Chumash à la Gemara et on saute un peu l'étape de la Mishnah. Donc la question se pose, est-ce que c'est un enseignement en soi? Est-ce que c'est juste un morceau du Talmud par lequel on passe avant d'aller dans la Gemara? Comment enseigner ce texte-là? Est-ce qu'il y a une vertu particulière à l'enseignement du par cœur? On connaît les concours de Mishnayot. Je crois que Rav Beressi, dans son jeune âge, y a participé aussi. Est-ce que, il faut plutôt s'approfondir sur des commentateurs classiques de la Mishnah comme Barthénora ou Tosfot Yom Tov, ou que faire avec le commentaire de Rashi? On le laisse juste quand on étudie la Gemara, mais quand on étudie la Mishnah, on ne l'aborde pas? Tout ça, ce sont des questions qui nous semblent intéressantes à aborder aujourd'hui, ou d'autres commentaires. Certains commencent la Mishnah avec Keati, ou d'autres éditions maintenant plus récentes avec des illustrations pour la Mishnah pour rendre les choses plus attrayantes, plus accessibles aux enfants. Pour commencer cette réflexion, on a sollicité Rav Beressi, qui d'abord est un Français à l'origine et j'ai plaisir en même temps d'évoquer la mémoire de son, je pense, premier directeur d'école juive, qui était le Rav El Haddad à Sarcelles, Zichrono Livracha, qui vraiment était un des pionniers de l'éducation juive et des écoles juives en France, en région parisienne notamment. Et puis, voilà, Rav Beressi a eu un parcours diversifié, riche, de différentes structures de yeshivot, avec des maîtres aussi prestigieux les uns que les autres, Rav Soloveitchik, Rav Moshe Shapira, aujourd'hui Roche Kollel à Jérusalem. A priori, plein d'autres sujets d'études et de transmission quand on est Roche Kollel. Et pourtant, Rav Beressi a créé un site internet dont on vous a donné la référence, la Mishnah.fr, pour permettre à tout un chacun de découvrir la Mishnah de manière enfin, très accessible. Il y a le texte, il y a la traduction, il y a des commentaires, des petites vidéos qui permettent de faire, je crois que l'objectif c'est de faire 2 Mishnayot par jour pour arriver en 5 ans à finir le Sioma Mishnayot. Donc, quelque chose qui, a priori, on pourrait se dire, pour un Roche Kollel, pourquoi encore revenir à cette transmission de Mishnah? Vous avez également un site pour le DAF Yomi, donc là, pour quelque chose qui semble plus noble, mais je mets plein de guillemets parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais qui semble plus noble, comme si l'étude par excellence, ce serait la Gemara. Or, dans nos écoles, on commence bien souvent après le Chumash par la Mishnah. Quelques écoles commencent tout de suite la Gemara, mais
commencent par la Mishnah. Certains ne vont faire que de l'enseignement de la Mishnah et n'arriveront que tardivement dans leur cursus scolaire à la Gemara, chacun avec son orientation, chacun avec son rythme et avec son public. Donc, il nous semblait intéressant de vous écouter, nous dire comment vous, avec le recul, avec l'érudition que vous avez, avec le parcours qui a été le vôtre, vous vous intéressez encore à la Mishnah et en quoi cet enseignement peut être particulièrement pertinent pour nous, juifs en France au XXIe siècle et dans nos établissements. Est-ce qu'il doit être plus développé? Est-ce qu'il doit être abordé de manière différente? On est, on est impatient de vous écouter, donc je vais m'arrêter tout de suite parce que je crois que nos amis aujourd'hui sont venus pour vous écouter et recevoir votre enseignement. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et à toutes, et je remercie Monsieur Petit-Wayon pour cette opportunité que j'ai donc de participer à cette formation avec vous. Donc merci aussi d'être venu ce soir entre guillemets m'écouter. Et donc voilà, j'ai bien noté après tous les points que vous avez évoqués. Je vais essayer de répondre petit à petit, mollo avec un fil conducteur, un petit peu à toutes les questions qui ont été soulignées. Tout d'abord, effectivement, personnellement, j'ai eu une attirance particulière pour la Mishnah parce que, donc, né à Sarcelles et après avoir donc, étudié scolarité jusqu'à la troisième, puisque j'ai arrêté à la troisième dans l'école Otsara Torah, Torah Temed du Rav Elchanan. Pour nous, les enfants, c'était donc d'abord le moyen d'étudier la Mishnah, d'avoir donc de connaissances, mais en plus, la Mishnah nous a permis aussi d'avoir un point d'étude en dehors de l'école. C'est-à-dire pas seulement à l'école on étudiait de la Mishnah, mais même en dehors de l'école, pour des enfants de 7, 8 et 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est plus facile d'étudier de la Mishnah que d'étudier donc bien sûr de la Gemara tout seul. Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup d'enfants recherchent l'étude sur texte en dehors de l'école. Souvent aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous avons sur Internet, les jeunes qui veulent étudier la Torah en plus vont chercher plutôt des livrets Torah, des drachot, des cours de Moussard sur la paracha, mais moins d'études sur texte. Et comme on a essayé de développer l'étude sur texte et l'étude de la Mishnah, mais effectivement très important. Donc c'est vrai que avec cela, on a participé à des Sioum à Mishnayot, des Sioum européens qui avaient été organisés par la Goudat Israël, donc à Zurich, Anvers, Lyon, Marseille, et nous avons même été donc gagnants, une bonne place. Nous avons bien représenté, si on peut dire, le, notre école, notre ville, et puis peut-être même la France, puisque c'était donc un Sioum européen. Donc c'est vrai que la Mishnah nous a donné aussi une connaissance large de beaucoup de sujets qui ensuite, lorsqu'on arrive à l'étude de la Gemara, on ne se sent pas étranger. Nous avons un petit peu de connaissances par ici, par là, et pas seulement, comme vous l'avez dit, donc j'ai un site de la Mishnah.fr, mais même j'ai un cours hebdomadaire avec donc des gens en Israël, Matalpiot, où sont des médecins et d'autres qui ont même beaucoup étudié. Et nous faisons un cours de Mishnah, parce qu'à travers la Mishnah, nous arrivons à développer énormément de sujets. La Mishnah est donc une base. Alors, pour un petit peu son histoire, vous savez que la Mishnah est la première expression écrite de la Torah orale. C'est-à-dire, nous avons reçu au Mont Sinaï la Torah écrite, et Moshe Rabbeinu a reçu la Torah orale. La Torah orale a été, comme son nom l'indique, elle est orale, elle a été transmise de maître à élève pendant 35 générations, puisque le Rambam fait le décompte au début donc, de son livre Yad HaChazaka, le Rambam fait le décompte de toutes les générations de la transmission de la Torah. Il compte depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la clôture de la Gemara Ravina et Ravashi 40 générations. On remonte
à l'époque de la Mishnah, qui était donc antérieure à la Gemara, puisque la Gemara, le Talmud vient expliquer, vient commenter la Mishnah. On retrouve donc 35 générations depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Nasi, Rabbeinu Akadosh, qui lui a écrit la Mishnah. Pourquoi a-t-il écrit la Mishnah? Parce que simplement, il sentait que l'exil et les difficultés de la vie ne permettaient pas cette transmission de Père Nouré. Il avait peur qu'elle soit oubliée. Et donc, il a dit, le seul moyen de garder cela pour les générations à venir serait de l'écrire. Comme nous le savons aussi, c'est marqué qu'il est interdit d'écrire la Torah orale, puisque la Torah orale doit rester orale. La Torah écrite doit être écrite. D'ailleurs, nous n'avons pas le droit de réciter les versets de la Torah écrite par cœur, à part les versets que nous connaissons comme le schéma, mais nous n'avons pas le droit de réciter une paracha de la Torah par cœur parce qu'elle doit rester écrite. Inversement, nous n'avons pas le droit d'écrire ce qui est appelé la Torah orale. Mais Rabbi Yehuda Hanassi a compris que si on ne le faisait pas, on risquait de tout perdre. Et donc, il s'est appuyé sur un verset qui dit Et la sot lachem et farou Torah techa, lorsqu'arrive un moment pour Dieu, et farou, on pourrait effacer donc transgresser une interdiction de la Torah pour pouvoir garder cette Torah. Et donc, Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah. Il l'a écrite d'une manière simple, claire, sans rentrer dans les détails et les raisons de chaque chose. Vous savez, pour prendre quelques exemples, dans la Torah, nous avons la mitzvah de lire le schéma. C'est marqué quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever, de là on apprend la mitzvah de lire le schéma. À part cela, nous n'avons rien dans le Chumash, dans la Torah, qui va nous dire ni qu'est-ce que l'on doit dire, ni comment on va dire, et quand est-ce que nous devons dire le Kriyat Shema. Qu'est-ce que ça veut dire le soir? Qu'est-ce que ça veut dire le matin? Y a-t-il un moment limite? Peut-on s'interrompre ou pas? Et tout ceci est développé donc dans la Mishnah, c'est la Torah. De même, si on prend l'exemple de Shabbat, la Torah nous dit tu ne pourras pas faire de melacha, donc pas de travail interdit pendant Shabbat. Qu'est-ce que c'est une melacha? Nous ne savons pas, la Torah ne le précise pas. Alors nous apprenons par la Torah orale qu'il s'agit de 39 travaux qu'on retrouvait aussi au Mishkan. Et donc ces 39 travaux vont être développés où? Dans la Mishnah de Masechet Shabbat. Lorsqu'on regarde toute cette longue Masechet de Shabbat, nous voyons toutes les différentes mélachot qui sont expliquées, entre autres Otsa'a, l'interdiction de porter, qui est énormément développée dans la Mishnah. Et ainsi, pour toutes les mitzvot, si on reste dans Israël, pour les mitzvot qui dépendent de la terre, nous avons une mitzvah donc de ne pas, donc de laisser par exemple l'année shabbatique, la Shemitah, où nous avons l'obligation de laisser une partie de notre champ aux pauvres. Tout ceci n'est pas développé dans la Torah, c'est de la Torah orale qui vient expliquer, et ça c'est marqué dans la Mishnah. De même, pour le mariage, la Torah dit qui ikar, lorsque tu prendras une femme, comment on prend, comment on se marie. Et pour un divorce aussi, comment on divorce, tout ceci n'est pas expliqué dans la Torah, c'est la Torah orale et ce sont donc les Mishnayot. Donc les Mishnayot, c'est la base de la Torah orale. Et comme c'est rapporté d'ailleurs dans le Tosfot Yom Tov, il dit que Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah de la manière la plus simple, sans rentrer dans les détails, parce que justement, c'était son but, qu'on ne rentre pas ni dans les raisons et ni dans les détails. Il voulait simplement que les enseignements soient gardés à travers les générations. D'ailleurs, la Mishnah a d'abord été étudiée, surtout a été étudiée par cœur, mais elle était étudiée aussi avec une chanson. Il y avait un nigun particulier pour les Mishnayot. On chantait les Mishnayot. Ces nigunim, on ne les retrouve, on ne les connaît pas aujourd'hui, mais il semblerait que pendant des générations et des générations, on étudiait la Mishnah avec une certaine chanson, au point que il y a un commentateur qui est le Tiferet Israël qui dit quelque chose d'assez étonnant. Il dit, vous avez remarqué que dans la Mishnah, il y a parfois des répétitions, c'est de la forme de, comme c'est marqué, lozu avzu, c'est-à-dire pas seulement ça, même ça. Uzu ven ou ce din-là, il n'est même pas besoin de dire le din suivant. Pourtant, Rabbi Danassi a marqué les deux dinim, les deux halachot, il aurait pu, donc juste marquer un et pas le deuxième. Mais qu'est-ce que c'est cette forme de dire
Ça, et pas seulement ça, ça aussi, ou ça, et je n'ai même pas besoin de dire ça, puisqu'en fin de compte, il dit tout. Eh bien, le Tiferet Israël dit, c'est que parfois Rébi était embêté par rapport justement à la chanson. Et il devait, c'est une explication assez originale, hein, il devait, pour que les mots coïncident avec la chanson, puisque les gens connaissaient les chansons, et donc c'était le seul moyen de retenir comme ça la Mishnah, il a été obligé de rajouter ici et là des mots afin que cela coïncide avec la chanson. Bien que nous savons que chaque mot de la Mishnah a été bien pesé et choisi, et d'ailleurs c'est le travail de la Gemara, du Talmud ensuite, d'expliquer la Mishnah. On remarquera pour celui qui étudie le Talmud que même lorsque on commence l'étude de la Mishnah à travers le Talmud, lorsqu'ensuite la Gemara vient nous expliquer la Mishnah, eh bien la Gemara ne nous explique pas toujours toute la Mishnah. Et il est assez intéressant, après avoir étudié et développé toute une macérette, tout un sujet, de reprendre la Mishnah et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous ont échappé parce qu'on pensait, quand on a commencé, que la Gemara allait l'expliquer. Et en fin de compte, nous avons vu que l'Agma n'a pas tout expliqué, donc nous avons besoin des Mefarshim qui vont parfois, les commentateurs, reprendre d'autres marottes, d'autres endroits pour nous expliquer. C'est justement la raison pour laquelle, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on va pas étudier le Rashi sur la Mishnah. Parce que Rashi, lui, a fait un commentaire sur la Talmud, sur la Gemara. Donc même la Mishnah, telle que Rashi l'a expliquée, c'est souvent non pas selon les conclusions de la Gemara, mais plutôt en fonction de ce que on avait compris d'un premier abord, et c'est ce que le Talmud va ensuite développer. Donc Rachid lui-même ne nous explique pas tout, nous dit souvent ça sera expliqué dans la Gemara, donc nous n'avons pas un commentaire de Rachid complet sur la Mishnah. Si nous voulons comprendre une Mishnah, on ne pourra pas se suffire de Rachid, parce que le Rachid, ici, là, n'est pas suffisant. C'est un petit peu le travail d'autres Mefarshim, comme le Barthénora, entre autres, qui a expliqué les Mishnayot en fonction de la conclusion de l'Agma. Quel est le meilleur moyen d'étudier la Mishnah? Oui, c'est sûr que d'étudier le Barthénora, c'est le, on va dire, celui qui est le Mefaresh par excellence de la Mishnah. Vous avez posé la question tout à l'heure, vous avez évoqué, est-ce que, donc il y a aussi des Mishnayot avec des dessins ou étudier le Kéati. Bon, là, c'est déjà plutôt une question qui n'est pas seulement sur l'étude de la Mishnah, mais sur un petit peu toutes les études, toutes les matières. Lorsqu'on étudie et qu'on se casse la tête, est-ce qu'on ne retient pas un peu plus que si tout nous est mis sur un plateau d'argent? Lorsque nous étudions une Mishnah avec le Barthénora, on doit se casser la tête parce que il faut le comprendre. Il n'est pas là pour tout nous expliquer. Il y a aujourd'hui d'autres livres, comme vous avez cité le Keati, ou encore il y a un travail extraordinaire qui a été fait par les éditions Art Scroll, donc d'expliquer la Mishnah, mais en hébreu, où chaque Mishnah est très très bien expliquée avec les commentateurs et aussi avec les conclusions de la Gemara. Un enfant qui commence à étudier avec le Keati ou qui commence à étudier avec le Art Scroll, à mon humble avis, il oubliera vite ce qu'il a étudié. Il aura sur le moment des connaissances, mais il ne s'est pas fatigué. C'est vrai que les images aussi dans des Mishnayot avec des images sont, nous aident énormément à la compréhension, mais il me semble personnellement que lorsqu'on étudie qu'avec des images, eh bien là aussi, on fait moins travailler l'imagination, puisque lorsqu'on veut imaginer une mélacha de Shabbat, on veut imaginer, lorsqu'on fait travailler l'imagination, ça reste plus ancré en nous. Alors que lorsque on regarde l'image, on est dans le monde donc, visuel de l'image, il y a des images qui défilent, et puis on ne retient pas grand-chose. En France, vous avez un défi particulier et c'est un point sur lequel je mets l'accent lorsque donc je donne un cours en français, un cours sur texte. C'est que on perd souvent, je ne vais pas dire le mot on perd, mais disons on passe la majorité du temps à la traduction,
à la traduction et la compréhension juste de ce qui est marqué. Mais on n'étudie pas en fait vraiment le raisonnement du Talmud, le raisonnement de la Mishnah, parce qu'on est pris à la traduction même. Et ce qui est important, c'est de passer rapidement cette étape de la traduction, de nos enfants la possibilité de vite comprendre, un peu comme si c'était un enfant qui comprenait l'hébreu. Donc lorsqu'il va lire une Mishnah, il comprend les mots, il sait ce qu'il lit. Ce qu'il faut, c'est lui expliquer le sens de la Mishnah. Mais si on s'attarde juste dans la traduction, alors c'est vrai que la Mishnah a l'avantage d'être dans un hébreu qui est relativement facile. Ce n'est pas l'hébreu mélangé avec l'araméen du Talmud qui est particulièrement difficile, où on doit vraiment se casser la tête sur chaque mot. Mais il est important, à mon humble avis, de ne pas trop mettre l'accent sur l'étude du texte, la traduction et la compréhension juste des mots. Il faut rapidement passer cette étape afin que les enfants puissent comprendre le fond de la Mishnah, ou même lorsqu'on va leur enseigner le Talmud, donc le fond de la Gemara, parce que ce qui est beau, c'est dans les raisonnements et c'est dans la compréhension plus profonde et pas seulement dans la traduction des mots. Mais bon, ça, généralement, tout professeur de collège sait très bien que c'est un point important de mettre l'accent sur une compréhension de la Mishnah. Donc, lorsque nous voulons commencer à enseigner la Torah aux enfants, c'est vrai que dans la fameuse Mishnah de Havot, nous avons d'abord des étapes. Nous avons donc Ramesh, on commence par le Chumash, ensuite on va étudier le Talmud. La Mishnah vient bien sûr avant le Talmud. D'abord parce que pas tous les enfants peuvent commencer directement par le Talmud, par la Gemara. Le Talmud est une étude qui est assez difficile. Donc le passage entre le Talmud et entre le Chumash et le Talmud passe évidemment par la Mishnah. Nous avons une Gemara justement dans Baba Metzia où Rabbeinu Akadosh, qui est Rabbi Yehuda Hanassi, appelé aussi Rabbeinu Akadosh, a dit ainsi, celui qui étudie le Mikra, c'est-à-dire les versets, Mida ve'ena mida, c'est-à-dire c'est une bonne mesure, mais ena mida, ce n'est pas une mesure suffisante, c'est-à-dire que il va manquer quelque chose, puisque comme nous l'avons vu au début, les versets ne nous donnent pas exactement toute l'explication de la manière dont on doit accomplir tel ou tel commandement, tel ou tel mitzvah, puisqu'il y a la Torah orale qui suit. Rébi continue et dit, ben, la Mishnah, c'est Mida. C'est une bonne Mida, puisqu'à travers la Mishnah, on va avoir la compréhension de ce qui est marqué dans la Torah. Et il continue et dit, et la Gemara, c'est-à-dire la compréhension profonde de la Mishnah. Vous allez me dire, mais à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, il n'y avait pas encore de Gemara. Donc il s'agit d'une Gemara qui est une discussion, d'une comparaison ou d'une objection lorsqu'on va rapporter deux enseignements qui ont l'air de se contredire et qu'on va développer, on va les expliquer. Donc là, la Gemara dit Rabbi, El lecha midah gdola mizvah. Vous allez, il n'y a pas mieux que ça. À ce moment-là, nous dit la Gemara, tout le monde a laissé la Mishnah et a été étudier le Talmud. Lorsque Rébi a vu qu'on laissait la Mishnah, il est revenu, il a dit non, Léolam et Verat la Mishnah. C'est-à-dire, il faut quand même courir étudier la Mishnah. C'est-à-dire que c'est vrai que du Chumash, la Torah orale, elle va être bien déterminée jusqu'à la halacha en étudiant le Talmud, mais nous avons besoin de cette phase intermédiaire qui est l'étude de la Mishnah. Surtout pour des enfants qui vont avoir donc besoin d'abord de, de prendre l'habitude, connaissance avec une Torah orale plus développée que ce qui est marqué dans le Chumash, et ce qui leur permettra par la suite de mieux comprendre la Gemara. Mais vous savez qu'en Israël, il y a aussi à Jérusalem la fameuse qu'on appelle la Chita du Rav Zilberman. Rav Zilberman, dans la vieille ville, a une Chita assez exceptionnelle. Elle ne convient peut-être pas à tout le monde, mais elle est intéressante. C'est que d'abord, ils font étudier aux enfants tout le Chumash. Et pas seulement tout le Chumash, mais aussi tout le Nach, tous les Nevi'im et Ktuvim. Ensuite, ils vont passer et étudier toutes les Mishnayot.
Et c'est seulement lorsqu'ils auront fini les Mishnayot, et donc ils vont arriver même à l'âge de 12, 13 ans, et c'est là seulement qu'ils vont commencer la Gemara. Donc c'est vrai que de commencer la Gemara à 12, 13 ans, après avoir derrière moi étudié tout le Tanakh et avoir étudié l'ensemble des Mishnayot, c'est vrai qu'on est mieux armé, on comprendra mieux. Mais ce n'est pas l'avis de tous les éducateurs, puisqu'ils pensent que quand même il faut un peu plus tôt commencer l'étude de la Gemara, qui permet un petit peu de déguiser l'esprit et de développer un peu plus les Mishnayot qui sont, si on peut dire, à leur état brut. L'étude des Mishnayot par cœur, c'est évident, chose qui apporte énormément. D'abord, je ne vais pas dire simplement par la mitzvah de l'étude de la Torah et qui nous permet que même lorsque ensuite on est donc sans livre, qu'on puisse continuer à apprendre par cœur, mais n'oublions pas que tout ce que les enfants, tout ce qu'on étudie lorsqu'on est jeune, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara la Girsa de Yankuta, ça reste même lorsque on atteint un âge assez avancé, ce qu'on a étudié, ce qu'on a appris en tant qu'enfant, c'est une étude qui restera très longtemps. Alors que plus on avance dans l'âge et tout ce qu'on étudie, on le capte moins et on l'oublie plus vite. Donc c'est sûr que c'est je pense que c'est une très bonne idée, c'est quelque chose qui se fait d'enseigner aux enfants, d'apprendre les Mishnayot par cœur. Mais je dirais que ce qui est aussi important, c'est je dirais d'apprendre beaucoup de Mishnayot. Dans l'idée du site, entre autres de la Mishnah.fr, c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée d'étudier 2 Mishnayot par jour. En réalité, les 2 Mishnayot par jour, c'est un programme qui a été fait à la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés pendant la Shoah. C'était cette idée du Rav Stenzel de faire 2 Mishnayot par jour à leur mémoire. Mais au-delà donc de cette Mishnah Yomite, le but de ce site de Mishnayot était de permettre aux gens de pouvoir, donc aux enfants ou aux adultes, de pouvoir étudier non pas 1, 2, 3, 10, 20, 30 Mishnayot, mais des centaines de Mishnayot. Je pense que lorsqu'un enfant va accumuler comme ça des connaissances très larges dans tous les domaines de la Torah, à ce moment-là, ça va lui donner une assurance dans son étude et il va se sentir donc pas étranger et familier. Ça, c'est un sentiment qui est très dur pour beaucoup de gens qui arrivent face à une Gemara, un Talmud, face à n'importe quel, et se sentir un peu étranger, ils ne connaissent pas. Alors que lorsqu'on a passé auparavant des Mishnayot et qu'on a vu des, des centaines, on va dire, et des milliers de sujets, des milliers de points, donc ça, c'est plus que enrichissant. Mais lorsqu'ensuite on va étudier n'importe quoi, n'importe quel sujet de Torah, on a tout de suite une petite source, un petit quelque chose que l'on devra ensuite, à la suite, développer. Donc, voici ce que donc, je voulais vous dire. Je pense aussi que personnellement, lorsqu'ensuite j'ai été étudié dans une yeshiva, je me suis retrouvé avec des élèves qui venaient d'autres milieux, parce que j'étudiais d'abord en Suisse allemande, donc des milieux qui venaient de Londres, d'Anvers, d'Israël, où les jeunes avaient un autre niveau que ce que nous avions à Torah Temet, ils étaient beaucoup plus avancés. Mais le fait que j'avais un bagage donc, de Mishnayot m'a permis de me sentir presque à égalité. Eux-mêmes étaient assez étonnés de voir que on avait des connaissances assez larges et ça nous permet ensuite de pouvoir faire notre place là où on se trouve dans n'importe quel milieu. Voilà, donc c'était un petit peu les points que je voulais dire. Si vous avez d'autres questions, je voulais vous dire aussi que le site est énormément consulté. On a vu que pendant les, les statistiques du site nous montrent qu'il y a une demande extraordinaire de l'étude de la Mishnah. Et c'est pas seulement donc les adultes, c'est beaucoup d'enfants. J'ai rencontré souvent en France des enfants qui m'ont dit qu'ils étudiaient donc certains les 2 Mishnayot, mais d'autres qui révisaient leurs cours avec. Et ça a servi pas seulement aux parents aussi, mais souvent ce qui est étonnant, c'est les mamans, puisque parfois
les pères sont occupés, sont au travail, et ce sont les mères qui font les devoirs avec les enfants, et elles sont embêtées puisque elles n'ont pas toujours étudié la Mishnah. Donc le site permettait aussi, même aux femmes, donc, de pouvoir écouter rapidement une Mishnah, de savoir de quoi ça parle, pour ensuite pouvoir être le support et étudier avec leurs enfants. On a compté en 2 3 ans, il y avait quelques 10 000 utilisateurs sur le site de la Mishnah. Donc, ça montre une demande croissante, et chaque mois, les gens me demandent pourquoi il n'y a pas encore cette macérette. Donc, ouais, c'est vrai que les Mishnayot, il y en a 4100 et quelques. Donc, c'est un projet qui est assez grand. Hachem, on a dépassé les 2500, on approche des 3000. Mais Bezrat Hachem, donc, Hachem donne la possibilité de continuer. Donc, voilà, je vous encourage tous à m'enseigner les Mishnayot. Peut-être il y a un point que vous n'avez pas soulevé qui serait bon aussi. Est-ce que l'étude des Mishnayot est aussi pour les filles ou uniquement pour les garçons? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Généralement, comme c'est marqué dans l'Agma, on n'enseigne pas la Torah aux filles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'enseigne pas la Torah aux filles? On n'enseigne pas la Torah orale aux filles. On enseigne la Torah écrite, mais pas la Torah orale. Est-ce qu'on n'enseigne pas la Torah orale? Si. Nous savons que les femmes vont aussi faire le matin la bracha de Birkat Torah parce qu'elles vont aussi apprendre la Torah orale comme la Torah écrite, puisque les femmes ont aussi des obligations, des mitzvot, elles sont tenues de faire Shabbat vers les brachot, donc comme les hommes. Donc lorsque l'on dit que les femmes n'étudient pas la Torah orale, en vérité, c'est plutôt le pilpoul qui est donc le développement du Talmud. Donc, les femmes ont une étude qui soit plus directe, plus concrète et plus arriver rapidement à la conclusion plutôt que de rentrer dans des débats qui sont donc finalement pour une débat, on va dire d'une débat philosophique, mais aussi avec, comme on appelle, de la gymnastique intellectuelle dans les différents points. Mais donc effectivement, d'étudier la Mishnah, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Israël, dans les écoles de filles, on n'étudie pas beaucoup de Mishnah, à part la Mishnah de Avot, mais d'une certaine manière, les Mishnayot qui concernent les hommes comme les femmes, les filles peuvent tout autant étudier la Mishnah que les garçons. Voilà pour donc un petit peu avoir fait le tour donc de ce qu'on avait discuté. Là, si vous avez des questions, je me tiens encore à votre disposition. Merci, merci pour ce bel éclaircissement, absolument. Vous avez bien fait le tour de toutes les questions qu'on a abordées avec des réponses précises. C'est vrai que on voit ici ou là les jeunes filles qui étudient un petit peu, mais plutôt dans le CDR Moed ou autre. Et de fait, je pense que c'est important aussi, surtout aujourd'hui où on a euh, un fort sentiment d'égalité, que par rapport au moins à la Mishnah, il puisse y avoir un accès pour chacun. Je pense que c'est important qu'elles ne se sentent pas un peu déphasées par rapport à la culture et surtout au niveau d'études qui est aujourd'hui celui qu'elles ont dans l'enseignement général. C'est important que là aussi, il puisse y avoir cette ouverture. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. On a encore 2 3 minutes pour les questions. Je suis moi-même allé voir sur le site pour bien me rendre compte de ce que c'était. Et franchement, c'est très clair, très facile d'accès, très agréable. En quelques instants, on a fait le tour d'une Mishnah et on repart en étant, pas simplement en ayant le sentiment de l'avoir compris, mais en ayant le sentiment d'avoir appris quelque chose sur le sens profond et la problématique qui est posée par la Mishnah. Donc c'est important de dire, voilà, ce n'est pas qu'un site pour traduire les Mishnayot. Comme vous l'avez dit, il faut aller au-delà de la traduction. On passe beaucoup trop de temps, je suis bien d'accord avec vous, en France, sur la traduction et parfois on n'arrive pas à la suite. Donc il faut vraiment essayer de dépasser ce stade pour nourrir nos enfants, nourrir leur esprit, nourrir leur identité, parce que c'est aussi ça qui est extrêmement important, surtout en France. Il faut sans arrêt renforcer son identité par rapport au monde extérieur. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Oui, Ouais, ouais. Monsieur Oui, Lévy, oui, Yereskiel. oui, j'aurais juste souhaité une petite précision, s'il vous plaît. Lorsque le Rav disait que les illustrations, c'était peut-être trop faciliter le travail,
est-ce qu'il pensait également au Pirushim plus moderne que Barthénora comme le Kehati? Ou... Euh, Oui, d'une certaine manière, on peut dire tout dépend en vérité de l'investissement. On peut étudier donc le KATI et si on l'étudie, on le répète, à ce moment-là, on en profitera autant. Mais lorsque on fait une étude rapide avec une explication rapide comme KATI, on passe, généralement, on ne retient pas, en tout cas moi je peux dire de mon expérience personnelle, donc on ne retient pas grand-chose lorsque c'est trop vite, trop rapide et trop mis sur un plateau. Il faut qu'il y ait quand même une recherche, une réflexion. Pour le KATI nous amène à directement une chose, on n'a pas besoin de réfléchir, tout est marqué. Et puis justement, le fait de ne pas réfléchir, ne pas revenir sur les mots, des fois nous empêche donc de retenir parce que tout ce qui est acquis rapidement va se perdre aussi rapidement. Lorsque vous avez une Mishnah avec des explications comme aussi le Tiferet Israël en bas, parce que c'est vrai que le Barthénora n'est pas toujours suffisant. On a des fois d'autres questions, il faut chercher autour. Le Tosfot Yom Tov est un commentaire difficile. C'est un commentaire qui est plus qu'un approfondissement. On a du plaisir à étudier le Tosfot Yom Tov, même après avoir étudié toute la page de Talmud qui correspond à cette Mishnah. Mais vous avez une explication pour le Tiferet Israël qui court, qui vous donne une explication sur le mot, sur un point, mais toujours de revenir au Parthénora. Maintenant, bien sûr, vous trouverez certainement beaucoup de gens qui vous diront qu'ils ont étudié toutes les Mishnah avec le Kehati et qu'ils s'en rappellent parfaitement. Donc c'est possible aussi, ça dépend aussi de, à mon avis, de l'investissement. On peut aussi investir sur le Kehati. Je voulais juste dire que si on n'a pas trop d'investissement, on retient moins. Voilà, c'était l'idée. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Rav Beressi. On va passer maintenant au Rav Shneur Lubeki. Je vais juste m'excuser, je Oui, vais devoir je vous vous quitter parce que j'ai un je vous autre en Zoom prie. après, tous les Très mercredis. bien, très bien. Donc, Continuez à enseigner, voilà. continuez à enseigner. On ne voudrait pas vous empêcher. Voilà. Merci en tout Bonne cas de vous être soirée à tous et à associé. toutes et merci de votre écoute. Shalom. Shabbat shalom. Shalom. Alors, Rav Shneur Lubeki, vous êtes d'un côté rabbin d'une communauté, la ville de Saint-Georges. Vous êtes par ailleurs responsable des enseignements de Kodesh à l'école Or Menachem de Villiers-sur-Marne. Et vous êtes responsable notamment de la programmation de l'enseignement de Kodesh et donc de l'enseignement de Mishnah. Donc, ce qu'on voulait voir un petit peu avec vous, euh, comment s'organise cet enseignement, comment vous le programmez, à partir de quel âge dans votre établissement ou dans votre expérience ça vous semble opportun de commencer l'étude de la Mishnah, avec quelle progression, comment s'y prendre pour faire en sorte que euh, l'enseignement de la Mishnah soit aussi attrayant. Si vous voulez bien, coupez les micros. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, j'ai perdu le fil. Comment rendre cet enseignement attrayant? Parce que là aussi, le choix des Mishnayot est extrêmement important. Est-ce qu'on va commencer par Brachot? Est-ce qu'on va tout de suite faire Seder Zraïm ou on va passer à Moed? Ou est-ce qu'on va faire Nezikin parce qu'on a un autre objectif? Comment un petit peu choisir euh, cette programmation pour la rendre pertinente, attrayante, agréable, pour attacher les enfants à cette étude et à cet enseignement. Je vous en prie. Bon, d'abord, merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Petit-Wayon, Tan et Madame Héloïse Alali pour ce cours qu'on va essayer d'être à la hauteur vis-à-vis surtout des professeurs en France. Monsieur Laura Béressi a très bien parlé. C'est vrai, c'est une belle progression dans la façon dont il est parti de France en Israël. On va plus parler de la technique justement matérielle, comment nous on fait en France. Et Gvod aussi au professeur de Kodesh à cette heure-ci.
d'étudier aussi, c'est un bon moment. Alors, vous me connaissez effectivement pour l'école de Villiers-sur-Marne, j'enseigne dans d'autres écoles, mais surtout, je suis auteur avec ma maman, vous connaissez bien ma maman, d'Histoire du peuple juif, dans lequel justement c'est écrit tout l'ordre du peuple juif, le volume 3 précisément, puisqu'il a les histoires de chaque Tanaïm avec l'ordre chronologie, qu'on peut justement s'intéresser. C'est bien que Et je quand on raconte une recommande vraiment Mishnah, je recommande cette lecture, hein. Je crois qu'il y a 4 tomes maintenant, si je ne me trompe pas, mais quatre vraiment, ensemble. ça permet de mettre les choses dans l'ordre et c'est très clair. Et Merci beaucoup. Bon, le volume 3 malheureusement, depuis 2 ans, il est épuisé et il va ressortir, j'espère, dans quelques semaines. Et c'est vraiment le volume 3 qui parle des Mishnayot. Donc, il va partir à l'imprimerie, j'espère, bon, bientôt. Ça fait 2 ans que je dis bientôt, mais j'espère que là, c'est vraiment bientôt. Et c'est important parce que quand on raconte une Mishnah, l'auteur de la Mishnah, et on s'aperçoit que l'auteur et le contenu de la Mishnah, elle a un effet complètement différent. Même le Pirkei Avot, quand on va renseigner même Rabbi Yehuda Hanassi, de parler de l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, en racontant cette histoire où justement il a fait attention, où il a mal parlé avec un animal, et puis finalement, à la belette, il a dit qu'il fallait, comment tu peux taper sur une belette, et là justement, il a retrouvé sa santé. Donc, chaque histoire de Tanaïm, elle ramène aussi le contenu du Tana, de comprendre qui il était. Souvent, on va lire par exemple la Mishnah dans Pirkei Avot Ben et Omer, on ne sait pas que Ben et en fait, c'était un converti, et donc on le dit Ben et le fils d'Hachem. Donc, vous voyez, cette façon d'enseigner la Mishnah, elle est très importante. On va parler justement plus dans la technique actuelle et dans l'école. Alors, d'abord, dans la Mishnah, il faut comprendre qu'il y a une certaine ashpa, une certaine influence qu'on transmet aux enfants. C'est important de transmettre l'enseignement de la Mishnah, pas juste lire une Mishnah, que ce soit dans Pirkei Avot, qui est plus simple, ou que ce soit dans Shabbat ou dans Baba Metzia, d'enseigner vraiment un enseignement de chaque Mishnah, de comprendre, d'actualiser certaines choses. À titre personnel, quand j'ai appris la Mishnah en étant enfant, j'ai appris, mais je me suis dit, bon, ça c'est des cas qu'on verra jamais. Et au final, dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit que certains cas ne sont même pas marqués dans la Mishnah, tellement la vie, elle n'est pas si rose que ça. Ça veut dire qu'en réalité, d'essayer d'actualiser avec des histoires, des histoires qui sont parfois actuelles, eh bien, ça donne une approche aux enfants. Moi, je vois, des fois, j'enseigne sur les Kohanim et je parle d'actualité sur des Kohanim qu'on a trouvés, que ce n'étaient pas des Kohanim, mais qu'il y a des Mamzerim, etc. Et là, ils sont fascinés sur l'histoire. Et au final, la Mishnah, ils apprennent d'une manière différente. Je parle sur la Mishnah Kiddushin, par exemple. Eh bien, il faut pouvoir intéresser les enfants avec l'histoire de la Mishnah et surtout d'actualiser la Mishnah. Alors, on va essayer de parler de plusieurs façons d'enseigner la Mishnah. Première façon, bien sûr, c'est Pirkei Avot. La première étude dans la Mishnah, c'est Pirkei Avot. Il faut savoir que certaines écoles, je ne veux pas citer de nom, mais on pense qu'ils ont étudié les Pirkei Avot, mais en fait, ils n'ont pas étudié Pirkei Avot. Pourquoi? Parce que cette année-là, d'abord, c'était Covid, ou parce que ce prof-là n'était pas là tous les semaines, et donc il a enseigné 3 Mishnayot du Perek Bet, mais l'année d'après, on est passé directement au Perek Gimel. C'est dommage, parce qu'il y a des Mishnayot qui sont vraiment essentiels dans Pirkei Avot. Et des fois, même prendre un peu de temps, même si on n'est pas dans la Maseret Pirkei Avot, on peut prendre après Pessah et dire, voilà, je vais vous faire avant Shabbat une Mishnah du Pirkei Avot de la semaine. Ça va rester, parce que Pirkei Avot, c'est vraiment l'actualité, c'est ce qui va rester chez l'enfant de tous les jours. Et comment enseigner Pirkei Avot? Alors, il y a plusieurs façons. J'ai commencé avec une technique l'année dernière, c'est à l'école Bet Rivka, où on a mis dans la salle des profs, carrément, des affiches avec des Mishnayot qui parlent comment le prof doit enseigner. Loa Kapdan Melamed, le prof ne doit pas être pointilleux. Vous voyez? Et j'ai remarqué que plein de professeurs m'ont dit, mais ces Mishnayot-là, eh bien, avant d'aller dans la classe, j'ai vu cette Mishnah, et cette Mishnah, elle m'a parlé comment je devais parler avec tel élève. Et c'est ça qui est important. C'est pas juste l'enfant, mais l'enseignant, il doit être complètement il doit vivre avec la Mishnah et se dire que la Mishnah, elle parle à lui-même aussi pour pouvoir la transmettre aux enfants. Ce qui sort du cœur, de toute façon, c'est ce qui rentre dans le cœur. Et comme ça, l'enfant,
il va être plus attaché à la Mishnah quand il va voir que même le professeur en lui-même, il s'attache à cette Mishnah. Donc, après, il y a évidemment, alors on va pas être trop d'accord, le Rav Beressi moi-même, parce que Rav Beressi a dit il faut éviter d'enseigner avec des images, et il a peut-être raison, mais il y a un petit mais quand même, c'est que j'ai commencé depuis 4-5 ans d'enseigner avec ce livre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Pnei Shabbat, la Masechet Shabbat. Et dans cette Masechet, il vous fait tous les travaux avec des images, tous les travaux de Shabbat. On peut voir des Mishnayot, mais vraiment des Reshut Yachid, des Reshut Rabbi, des Mishnayot qu'on ne comprend pas vraiment quand on la lit simplement, et même avec des commentaires. Et je vous avoue que même pour un adulte, ce livre, il est exceptionnel parce qu'on peut enseigner Shabbat. C'est une Masechet très, très compliquée. Et il faut savoir que des fois, les garçons, ils aiment les choses compliquées, mais à condition de comprendre. Et donc, si on leur met des images sur des choses compliquées, on dit ah, c'était ça. Ah, mais non, j'ai compris. Ah, mais c'est intéressant. Et finalement, la Masechet Shabbat, nous, on l'a fait en 3 classes. On l'a divisé en 3 classes. Et les enfants, ils ont acheté ce livre qui coûte, je crois, 18-20 euros. Je crois que le Rabbi on va parler tout à l'heure des prix. Mais en tout cas, il est vraiment exceptionnel pour enseigner la Masechet Shabbat. Un autre livre qui est très intéressant, c'est le Meirot, l'édition Meirot. Je prends l'exemple de la Gemara Souka, où lui aussi, il va donner plein d'images, des directives comment construire la Souka. Et avec ces images-là, on va pouvoir, pareil, leur donner une image par exemple, quand il y a plus de chama, de soleil sur la Souka, leur donner vraiment des images que la Mishnah elle donne. Si par exemple le srach, il n'est pas assez, il recouvre pas toute la Souka. Vous voyez, ça va donner une image à l'enfant de comprendre la Mishnah et se dire ah mais chez moi ma Souka, des fois, j'ai vu, il n'y avait pas assez de srach. Est-ce que c'était la mesure qu'il fallait ou pas? C'est combien 4 farim, etc. Et ça, c'est vraiment, avec ces livres-là, ça permet d'actualiser aux enfants. Alors, c'est vrai que Rav Beressi dit que l'enfant ne va pas retenir. Je pense que c'est une ancienne méthode, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui est une très bonne méthode d'apprendre tout par cœur et de bien retenir. Mais d'actualiser, quand on met les choses vraiment en concret avec les enfants, eh bien, au final, ils vont l'actualiser dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça qui est important, de ramener, c'est une différente façon de voir les choses, hein, chez Panim la Torah, mais en tout cas, de ramener cette proximité aux enfants avec des images et leur expliquer de manière à ce qu'ils soient compréhensibles. Donc, l'auteur de la Mishnah, l'image de la Mishnah et rentrer en profondeur dans la Mishnah. Par contre, là où je suis un petit peu d'accord avec Rav Beressi, c'est par rapport aux traductions. Donc c'est vrai, vous avez dit, monsieur Petit-Boignon aussi, qu'il fallait éviter trop de traductions. Il faut comprendre qu'en France, différemment des autres pays, je vois par exemple aux États-Unis, où les enfants ne parlent pas hébreu. Ils vont en Israël, les Américains, et ils n'arrivent pas à parler un mot en hébreu. Alors que les Français, c'est connu dans toutes les écoles juives, ils arrivent en Israël, ils arrivent plus ou moins à se débrouiller en Israël avec quelques mots en hébreu. D'où ils ont eu ça? Évidemment du Chumash, mais pourquoi pas un petit peu de la Mishnah? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attarder dessus, il faut plus mettre dans le Chumash les minim et vraiment leur donner un sens avec chaque mot. Mais il faut comprendre que l'hébreu, de manière générale, il y a un secret dans chaque lettre et un secret dans chaque mot, même si on ne peut pas trop s'attarder, mais de temps en temps, de ramener une petite traduction avec un shoresh et demander à un enfant comment tu traduis soit Kibel, Moshe Kibel, Torah, c'est quoi Kibel? C'est-à-dire quoi? C'est bien de lui demander à l'enfant de s'intéresser, d'interroger, et de façon à ce que le cours ne soit pas que le prof qui parle, que l'enfant soit interactif, de temps en temps de poser des questions. C'est très important pour l'élève, mais aussi pour le prof. C'est important pour l'élève parce que quand il parle, eh bien, ce qu'il pose, il se rappelle et ça le marque, la réponse du prof aussi. Et pour le prof aussi, d'enseigner 1 heure sans avoir de questions, même le prof, il va avoir un moment, il va sentir comme un fardeau le cours. Il ne faut pas que l'enseignant se sente comme si un cours c'était un fardeau. Il faut que le cours soit intéressant. Et pour qu'il soit intéressant, c'est important de poser des questions de temps en temps, évidemment, de manière à ce que ce soit un peu des raises dans la classe, que les enfants lèvent le doigt, etc. Mais de temps en temps, même poser des fois directement à un élève où on lui a déjà une fois expliqué ce passage-là, et lui dire comment toi tu aurais traduit ce passage-là. Tu te rappelles, je t'avais déjà dit une fois. Tu te rappelles? Et puis, bon, s'il n'arrive pas à l'aider, éventuellement, mais de façon à ce que l'enfant dise ah,
C'est la deuxième fois, donc la troisième fois, je vais essayer de me rappeler. Et comme ça, évidemment, de retenir aussi le Lachon HaKodesh qui est transmis dans la Mishnah. Mais effectivement, il ne faut pas trop s'attarder dans le Targum, il faut vraiment s'attarder plus dans le sens de la Mishnah. Ensuite, euh, comprendre aussi le mot de la Mishnah. C'est-à-dire, on sait que Mishnayot, d'ailleurs on dit bien Mishnayot, c'est du mot Shniyot qui veut dire les deuxièmes, du mot Shini. La Torah, lorsque Moshe Rabbeinu il a reçu, 1530 ans après, il y a eu la Mishnah. Et quand ils ont fait la Mishnah, justement, ils ont appelé Mishnayot pour faire comprendre qu'il y avait une deuxième, pas une deuxième Torah, si on peut dire, mais une deuxième chose qu'on peut comprendre sur ces Mishnayot. Et c'est important au premier jour de l'année, lorsque vous allez avoir les élèves en classe, on est à la fin de l'année, mais pour la rentrée de septembre, de donner une introduction sur la Mishnah. J'essaie chaque année que le premier cours de Mishnah soit vraiment que de l'introduction, d'expliquer d'où ça vient la Mishnah, le concept de la Mishnah, et d'expliquer aux enfants pourquoi la Mishnah. Rav Beressi a bien expliqué par rapport à la Torah orale, mais de comprendre que sans la Mishnah, on ne pourrait pas comprendre la Torah. Et il faut donner des exemples aux enfants. Il faut l'expliquer comme ça. Que, par exemple, la Torah, elle dit « Chartem leot ayadecha » de mettre les téphilines. Comment ils doivent être les téphilines? Les lanières, les parchemins de l'animal, etc. Comment on comprend ça de la Torah? On ne peut pas comprendre ça de la Torah. Si on n'avait pas la Torah chez Béalpé, on n'aurait pas compris comment on fait la Torah, comment on met les téphilines. Comment on construit une souka? La Torah nous dit Shivat Yamim, on doit manger un souka. Et comment on comprend c'est quoi une souka? S'il n'y a pas une Mishnah qui nous parle de la souka, comment on la construit, on n'aurait pas compris. Et ça, Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu et il a transmis et ça se donnait oralement. Prenons un autre exemple, le hétrog. Aujourd'hui, on sait que le hétrog, c'est parce qu'il y avait marqué dans la Torah, Ulkartem lachem, peri et sada, un beau fruit. Alors, est-ce que ça vient de ce passouk? Certains commentaires vont dire que c'est en réalité, ça a toujours été le hétrog dans la Torah chez Béalpé, d'où on s'est renseigné, d'où ça vient qu'on prend le hétrog. Et c'est là on va voir la Torah écrite. C'est-à-dire, on va inverser le rôle. Au lieu de dire, la Torah, elle dit, Ulkartem lachem, vous devez prendre un péri et sada, un beau fruit, et donc on va prendre un hétrog, il faut faire l'inverse. Nous, on a toujours pris le hétrog. Même Abraham Avinu, c'est marqué qu'il faisait la Torah. Mais comment il savait qu'il fallait faire un hétrog? C'est parce que la Torah, elle dit, Ukartem lachem pri etc. En fait, on va changer le concept. C'est que la Torah orale, elle a toujours été transmise. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a cette transmission dans le peuple juif, grâce à cette Torah orale qui a gardé finalement le peuple juif. Un autre exemple dans la Torah, dans la Mishnah. La Torah, elle dit Lo tirtsach, ne tue pas. Donc ne tue pas shoot, on n'a pas le droit de tuer. Si vous regardez bien, il y a un petit trait dans la Torah. Lo, il y a un trait tirtsach. Ça veut dire que dans certains cas, on a le droit de tuer. Le Beth Din, le tribunal, il avait le droit de tuer. Après, bon, on ne rentre pas dans la Gemara qui dit que c'était un tribunal meurtrier, s'il avait déjà tué. On va rentrer dans le détail, mais en tout cas, si on regarderait la Torah de manière simple, Lo tirtsach, on aurait dit, on n'a pas le droit de tuer, le Beth Din n'avait pas le droit de faire ça. Et c'est un peu les problèmes des Karaïtes, ceux qui ne reconnaissaient pas la Torah orale. Et eux, ils traduisaient le passouk, par exemple, Aïn Be'aïn, l'œil par œil. Ils disaient que si quelqu'un avait tué un œil, blessé une personne par l'œil, eh ben, on devait prendre l'œil de l'autre. Aïn Be'aïn. Parce qu'il faut voir la Torah littéralement. Mais si on regarde la Torah orale, alors la Torah orale nous dit que il ne faut pas arracher l'œil de la personne. Il faut faire payer le prix de l'œil. On va évaluer le prix de l'œil en prenant un serviteur qui a un œil et un serviteur qui n'avait pas d'œil. On verra la différence des tarifs. Et selon ça, on fera évaluer combien ça vaut un œil. Et à ce moment-là, on lui fera payer le nézek, le dommage de l'œil qu'il aurait causé. Et vous voyez qu'en réalité, quand on explique ça aux enfants, que la Torah orale, elle a un sens profond et que sans ça, on ne pourrait pas comprendre la Torah, finalement, on peut expliquer d'autres choses. On peut expliquer des choses parce que les enfants, ils vont voir dans la Torah, il y a des choses qui ne sont pas précises sans la Mishnah. Ils vont dire, ah, mais dans la Torah, c'est écrit, mais c'est les sages qui ont inventé. Et souvent, quand on parle des sages, nous, on fait pas très attention en tant qu'enseignants.
et même en tant que rabbin, des fois on dit, c'est les sages qu'on dit, c'est les chachamim. Pour nous, c'est tellement évident, la emunat chachamim, c'est évident que si c'est marqué dans une Mishnah, eh ben c'est comme ça qu'on doit faire. Mais pour les enfants, c'est pas si évident. Si on dit un tel, Rabbi un tel, il a dit un tel, eh bien pour les enfants, c'est mais pour qui il se prend lui? Et donc il faut leur expliquer que ce Rabbi un tel, en réalité, il a une continuité depuis Moshe Rabbeinu, une smicha, un appui depuis Moshe Rabbeinu, et que Dieu a dit à Moshe, et souvent je fais cet exemple avec les enfants, que la différence que nous, le peuple juif, on a par rapport aux autres religions, c'est que le peuple juif, tout le monde était là au Har Sinaï et ils ont tous entendu tout ce que Moshe va vous dire, vous devez écouter. Et si Moshe Rabbeinu, il aurait dit de sa tête, Shabbat c'est mardi, est-ce qu'on aurait dû faire Shabbat mardi? Eh bien oui, parce que Hachem, il nous dit tout ce que Moshe va vous dire, vous devez écouter. Donc même si Moshe, pardon, Kaviachol, il dirait pas la vérité, nous, on devrait le faire parce que Hachem, il a dit tout ce que Moshe va vous dire, vous devrez écouter. Ce qui n'est pas le cas des autres religions. Les autres religions, les chrétiens, eh bien, ils ont un homme qui a dit qu'il a transformé la Torah, enfin, en tout cas, ses disciples. Et chez les musulmans, c'est soi-disant 5000 personnes étaient autour de lui après 5 minutes qu'il a parlé avec Dieu. Et il a changé la Torah, etc. Mais en tout cas, nous, on a vraiment l'idée que on a cette smicha, cet appui, c'est-à-dire que même un Tamid Chacham qui est très qui a une puissance dans sa sagesse, dans son savoir, il ne peut pas trancher puisqu'il n'a pas cet appui depuis Moshe Rabbeinu. Et c'est ça que la Mishnah, elle fait. La Mishnah, en fait, c'est pour ça que le Rambam, il appuie beaucoup sur ces générations des Mishnayot. Et la première Mishnah, elle commence en disant Moshe Kibel Torah, pour nous dire que vraiment, c'est une transmission qui se transmet et qui on doit, nous, aujourd'hui, faire perdurer cette Mishnah. Une fois, les élèves m'ont demandé, souvent on entend, alors je parle des élèves vraiment de seconde, je ne vais pas dire le nom de l'école, mais en tout cas bien fort. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous faire l'explication de la Mishnah de Rabbi Ishmael Omer? Vous savez, celle qu'on lit tous les matins avant Odou. C'est une Mishnah hyper compliquée. Et je vous assure, je l'ai fait avec tous les commentaires. Et ils ont adoré. Bishlosh, Esremidot, la Torah, le Kalvar Omer, etc. Et le pshat, le drouche, et même dans le sod de cette Mishnah. Et on va voir que cette Mishnah, elle est enrichissante. Et l'enfant, il dit, mais pourquoi on fait cette Mishnah tous les jours dans la tfila? Parce que cette Mishnah, elle passe de la notion, justement, de comment on doit travailler dans la vie. La semaine dernière, j'ai vu un reportage qui disait que un homme qui avait fait plusieurs vidéos sur les religions, et il était en Israël pour interroger pas mal de juifs. Il a fait une vidéo, c'est un homme très connu, je ne sais pas comment il s'appelle dans les influenceurs, et il a dit dans sa vidéo que les juifs, ils ont une intelligence très forte parce qu'ils étudient la Mishnah. Et il a développé comme ça. Quand ils étudient la Mishnah, d'abord on voit dans la vidéo une yeshiva avec tous les élèves en train d'étudier en chavruta, donc on voit deux par deux et on entend un boucan. Il dit, j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à étudier dans ce boucan. Et il dit, le pire, c'est que tous les élèves, ils étudient en contradiction. Un, il dit, Rabbi un tel a dit oui, et l'autre, il dit, Rabbi un tel a dit non. Il dit, mais nous, dans un monde de non-juifs, si on voit deux personnes qui sont en désaccord, mais presque ils se lèvent avec des mains. Eux, ils se lèvent, ils crient, ils étudient la Mishnah, et à la fin, ils s'embrassent. Ils disent, ah, on est des amis, on a bien étudié aujourd'hui. La force de la Mishnah, c'est de comprendre et de respecter la contradiction. C'est quelque chose de très, très fort, que même les goïms nous en veulent. Et il dit dans cette vidéo, cet influenceur, j'ai compris pourquoi les juifs sont intelligents, parce ils acceptent le désaccord. Et ils donnent leur opinion, mais ils acceptent le désaccord d'autres. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment pendant le Homer, où on doit être Noagim dans le Kavod Zelazé. Et donc, dans la Mishnah, on va voir ces contradictions, et c'est important aussi d'expliquer ça aux enfants. Pourquoi ces contradictions? En réalité, on a Beth Shammai et Beth Hillel, et chacun va dire des choses différentes. Et nous, on dit aux enfants, mais les deux, c'est des tzadikim. Mais ils vont vous dire, mais attendez, si les deux, c'est des tzadikim, pourquoi l'un, il dit l'autre? Si les deux, ils entendent Mipik Vodo Shakadosh Baruch Hu, ils entendent Mipik Mitor Grono Shakadosh, leur bouche, c'est la bouche d'Hachem qui parle en eux. Alors, en théorie, les deux devraient être en accord. Comment les deux peuvent être en désaccord? C'est qu'il y en a un qui dit pas la vérité. Ça, c'est des questions d'enfant. Il faut arriver à ce que l'enfant pose cette question. Comment ça se fait que deux Tanaïm disent pas la même chose?
Et il faut pouvoir expliquer aux enfants qu'en réalité, les deux Tanaïm, ils ont raison. Je crois que c'était le Ragachover qui a écrit un livre, oui, Tzafan Paneach, et lui, il décrit tous les marloquettes, toutes les discussions qu'il y a dans la Gemara, avec comment dire, avec six différences. Et quand on comprend ces six différences, il explique tous les marloquettes. Bon, Beth Shammai et Beth Hillel, c'est connu. Beth Hillel, c'est le présent, et Beth Shammai, c'est le futur. Beth Hillel, c'est le concret, et Beth Shammai, l'idée, c'est le concept. Et en fait, c'est vraiment, il donne cet exemple, le Ragachover dans son livre, et il dit qu'en réalité, prenons un exemple. On a deux avis dans la Gemara, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, qui, quand c'est qu'Hachem, il a construit le monde. Un, il va dire Bechad Betishri, il va dire Bechad Benissan. Premier Tishri, premier Nissan. Donc, en réalité, si on voit ces deux-là, on dit il y en a un qui a tort, il y en a un qui ment. C'est ou Echad Benissan ou Echad Betishri. Comment un, il peut contredire l'autre? Et en fait, le Ragat Sheva, il explique que quand quelqu'un il construit une maison, d'abord il fait une maquette. Et après qu'il a fait la maquette, et qu'il a bien compilé chaque chose dans sa maquette, il construit une maison. Quand un Rabbi dit que c'est Bechad Benissan, c'est parce que c'est là où Dieu il a commencé à penser quand c'est qu'il va construire le monde. Quand c'est que Dieu il a construit le monde concrètement, ça c'était Bechad Betishri. Enfin, pardon, Chafé Ada et Chafé Elul. Et donc, en réalité, quand on explique à l'enfant, on lui demande à l'enfant, quand c'est que tu penses que la création de la maison, elle se fait à partir de la maquette ou à partir de la maison concrètement? Et là, vous allez voir dans la classe, il y a des élèves qui vont dire, mais c'est la maquette qui compte. C'est là le début. Et l'autre, il va vous dire, non, c'est la maison. C'est là où on a commencé vraiment la maison. Eh bien, je leur dis, voilà, votre avis, là, c'est exactement l'avis de la Gemara. Beth Shammai, il va regarder le koach, le potentiel. Et Beth Hillel, il va regarder le poème, le concret. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait comme Beth Hillel, parce qu'on est dans un monde de concret. Mais quand il y aura Mashiach, on fera comme Beth Shammai. Cet avis-là, elle viendra plus tard, mais c'est un avis qui c'est pas juste une chose qui est marquée, c'est vraiment un avis qu'on va concrétiser d'un jour à l'autre. Une deuxième chose qui est très importante à expliquer aux enfants sur les marloquettes, sur les discussions, c'est qu'il faut leur dire que une marloquette, ça permet d'avoir un appui. C'est-à-dire que s'il y a deux avis, ça veut dire que dans le cas où on n'a pas la possibilité de faire comme le premier avis, on pourrait s'appuyer sur le deuxième avis. C'est-à-dire qu'un va être un lechatrila, va être l'idéal, et l'autre va être, quand on peut pas, on peut s'appuyer sur cet avis. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la halakha aujourd'hui. Quand on a deux avis, on essaie de faire sur celui qui est plus strict, et quand on peut pas, on fait sur celui qui est moins strict. C'est pas dramatique parce qu'on a un appui, il y a un autre rave, il y a un autre décisionnaire qui appuie sur ça. Les deux sont. Et donc, c'est une des idées pourquoi il y a des marloquettes, des marloquettes dans la Mishnah et dans la Gemara pour nous expliquer ces deux façons comment voir les choses. Un autre point, c'est parfois les sensibiliser les enfants et leur faire comprendre que les Mishnayot, c'est bon pour la Neshama. Il faut leur expliquer que quand il y a une personne qui décède, c'est important d'apprendre des Mishnayot. Et là, vous allez voir tout de suite, vous avez 2-3 enfants qui vont vous dire, moi, j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère, et je vais faire attention aux Mishnayot. Il faut leur expliquer que Mishnah, c'est du mot Neshama. Et c'est ça qui donne justement la vie à la Neshama. Quand on étudie des Mishnayot, on peut faire entrer quelqu'un dans le Gan Eden. Leur donner cette sensibilité, cet appui-là, elle peut avoir un aspect aussi important. Ensuite, comment les attirer? Comment les attirer à apprendre la Mishnah? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Évidemment, il faut l'étudier, la Mishnah. Ceux qui apprennent par cœur, c'est bien, comme le Rav Beressi a dit, mais c'est pas suffisant. Une Mishnah, elle doit être comprise dans la classe. Il faut passer du temps à expliquer les Mishnayot. Et quitte à faire de temps en temps des questions. Moi, j'ai trouvé que les systèmes des questions, ça marche très bien. Ça veut dire qu'on va enseigner la Mishnah, et dans le cahier de Mishnah, on va écrire 3 questions sur la Mishnah. Les 3 questions, vous allez voir que quand vous allez poser 3 questions, et noter ou pas noter, ça vous voyez comment vous voulez faire, ou un V, mais vous posez ces 3 questions aux enfants. Alors, pourquoi il a dit ça? Et vous allez voir que pas tous les enfants ont compris la Mishnah dans l'enseignement. Le fait de poser la question, d'écrire au tableau une question, et de dire qui connaît la réponse. Et vous allez voir que finalement, sur une Mishnah tellement simple, des fois en 3e, en seconde, vous allez voir que Mishnah tellement simple, même pas la moitié de la classe a compris quand vous posez une question pertinente de la Mishnah que pour vous, c'est évident en tant qu'enseignant. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que l'enfant comprenne, de lui poser des questions sur la Mishnah, quitte à avoir un cahier,
2 Mishnayot et passer un peu de temps dessus. Évidemment, si l'école permet d'avoir assez de temps en Mishnah, je sais que nous, à l'école à Villiers, on essaie d'aller vite parce que le programme de Kodesh, le programme de Chol, il est intense et donc on a très peu de temps en Kodesh. Mais évidemment, on peut faire un jour dans la semaine où on fait Mishnayot, etc. Moi, j'essaie de faire en sorte que les professeurs, en tant que responsables de Kodesh, qu'il y ait une Mishnah qui soit bien connue par mois. Ça, c'est vraiment le minimum. On va parler de 2 Mishnayot par jour, mais au moins une Mishnah par mois qui soit parfaite. Après, quitte à prendre d'autres Mishnayot, mais miser sur une Mishnah par mois dans laquelle elle va être vraiment bien comprise dans la classe. Et faire des concours de Mishnayot, c'est faisable aussi, on l'a fait pendant plusieurs années. Ça veut dire des récompenses. Vous allez voir que par classe, il y a minimum 2-3 élèves par classe qui sont excellents tous les ans et toutes les écoles. Il y a 3 élèves, on peut les choisir, vous verrez dans le tas, qui sont excellents. Et eux, c'est dommage de s'arrêter sur la moyenne de la classe alors qu'ils sont capables de beaucoup plus. Et comment leur donner beaucoup plus? En promettant des cadeaux. Et bien sûr, ne pas dire c'est quoi la surprise. Par exemple, vous faites un concours de Mishnayot, vous dites 10 Mishnayot, ou je sais pas, 10 lignes de Mishnah, ça va être un ticket dans le tirage au sort pour une très grande surprise. Faut pas leur dire c'est quoi aujourd'hui. Les enfants sont pourri gâtés. Vous leur dites un téléphone, ils ont le téléphone. Vous leur dites, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'ordinateur, ils ont tout ce qu'ils faut. Ils ont les iPods, ils ont tout. Les vélos, les trottinettes, ils ont tout. Faut leur dire surprise. Les surprises, ça marche tout le temps. Même si vous, dans la tête, vous pensez à quelque chose, mais concrètement, vous verrez par rapport au total des points. Là, vous miserez sur la surprise. Qu'est-ce que ça va être? Ça vous permet aussi à vous. Si un enfant il a fait 1000 lignes de Mishnah, évidemment qu'il faut faire je sais pas moi, un voyage en Israël ou quelque chose à sa hauteur. Alors que dans votre tête, c'était, je sais pas moi, une trottinette. Finalement, vous voyez qu'il faut plus évoluer dans le cadeau. Le fait de dire surprise, eh bien, ça mise tout le monde. Évidemment, les enfants disent, c'est quoi la surprise? Mais vous pouvez me dire, mais oui, c'est une très grande surprise. Et sans rentrer dans le détail, ça marche très très bien de pas parler dans le détail. Euh, voilà, donc mettre aussi des affiches dans la classe, important d'avoir des affiches de la Mishnah qu'on a enseignée avec l'enfant, il va rentrer, il va dire, vous savez, un mois après, il va rentrer, il va dire, finalement, j'ai compris quelque chose que j'avais pas compris dans le cours. En regardant cette affiche, eh bien, cette affiche, elle va me donner une autre notion que j'avais pas mis en pratique. Mais quand des fois je rêvais en classe et je regardais en haut, eh ben, cette affiche-là, elle m'a marqué. J'ai pensé quelque chose chez moi et ça a fait que Imen Ali Mili, par exemple, eh ben, j'ai décidé de faire moi-même les choses parce que ma comme chez Anish, il n'y a pas de personne, eh ben, c'est à moi de le faire. Des petites phrases comme ça de Mishnayot qui vont emmener à l'enfant à ce que chez lui à la maison, il va pratiquer cette Mishnah. À partir de quel âge, vous avez demandé, monsieur Petit-Voyon, à partir de quel âge on peut commencer la Mishnah? Alors, c'est vrai que c'est une question très complexe. On essaye évidemment depuis le CP de commencer avec un petit peu de Pirkei Avot, une Mishnah, Moshe Kibel Torah, c'est vraiment des notions très beaux. Mais en tout cas, à partir de CE1, vraiment là, il faut commencer. Il faut miser, quitte à mettre un peu d'auteur et voir comment on peut progresser dans la classe. Je voudrais juste faire une petite précision. Cette semaine, vraiment cette semaine, on a une élève de notre école de Villiers-sur-Marne qui a fait une visite à Betrana, Betrana à Rue Petit. Et l'élève est revenu en me disant, vous savez, on était assis dans la classe. Donc, elle était en troisième en Villiers. Elle est partie en troisième à Betrana. La classe, elle étudiait la même Mishnah que nous, on étudiait dans votre classe. Elle m'a dit, ça m'a fait quelque chose parce que je connaissais la Mishnah et eux, ils l'étudiaient. C'est intéressant de voir ce que vous faites aussi dans ce Zoom, de mettre en valeur, pardon, mettre en un certain programme, et c'est important, je le dis toujours au directeur d'école, de mettre un programme qui va du début à la fin. C'est-à-dire de quitter Aleph, commencer CP, mais de faire en sorte que le CE1 va commencer à telle Mishnah, et ainsi de suite, pour que, au final, on arrive à faire, et c'est exceptionnel, puisqu'on a fait la même Mishnah en troisième dans cette école, dans l'autre école, en même temps. Ça montre aussi cette ardoute qu'on a entre les écoles et qu'il faut continuer à faire. Euh, voilà. Quelle macérette commencer? Évidemment, Pirkei Avot. Et vraiment, et nous, on se rend pas compte que même si des fois on l'a fait, il faut la refaire. Il faut que les enfants à Pirkei Avot, ce soit quelque chose de basique, de connu, de fondamental, d'essentiel dans leur vie. Et après, petit à petit, voir par rapport à la classe. Évidemment, Brachot, c'est très, très bien. Les brachot. Après, il faut voir au niveau de la classe. Je sais qu'une année, on avait pas mal de parents qui travaillaient dans la terre, donc on a fait
des jardinages. Donc, on a assez parlé de ça, ça intéresse les enfants aussi. Masechet Shabbat, mais je vous dis Masechet Shabbat vraiment avec le Pnei Shabbat. Masechet Sukkah. Masechet Shabbat, c'est vraiment difficile. Il faut le faire, je pense, à partir de cinquième, quatrième même, quatrième, pas avant. Masechet Sukkah, ça, on peut le faire bien avant. On peut le faire même en CM1, CM2. C'est une très belle Masechet. Euh, voilà. Après, on peut trouver encore d'autres macertotes. Je sais que là, j'ai commencé avec les secondes Maseret Kiddushin. C'est très intéressant. Ils ont adoré parce que j'ai vu que en seconde, on parle beaucoup de filles et de garçons et de leur mettre en valeur, justement, faire attention à ce chemin négué, etc. En parlant de Kiddushin, eh bien, ça aide à ce que dans la classe, finalement, ce ne soit pas que des moqueries ou des choses, mais de mettre en valeur le principe du mariage, même s'ils sont tout petits, vraiment de ne pas être gêné à donner cette notion. Voilà, je vais raccourcir en disant juste d'abord merci à vous et que ce route de cette étude ramène les Khayalim en bonne santé avec les otages. Et puis, une Amen. dernière à la fin, que un professeur il doit dormir tôt, c'est une mitzvah que pour le professeur pour que en journée il soit en forme pour enseigner. Bonne soirée. Merci, merci pour Merci. votre propos. Juste avant de nous quitter, quelques informations dont j'ai très rapidement tout à l'heure parlé de la formation des profs de Kodesh, formation initiale en poste. Donc, si vous avez dans vos équipes, dans vous-même, si vous avez autour de vous des enseignants qui ont besoin d'acquérir un peu plus de professionnalisme, qui n'hésitent pas à s'adresser à nous, on redémarre une nouvelle promotion, c'est sur une année. Il y a des possibilités de bourse pour les enseignants l'après-midi, puisqu'ils ne peuvent pas enseigner, puisqu'ils sont en formation du lundi au jeudi. Donc, ne loupez pas cette opportunité. Ensuite, il y a un prochain rendez-vous qu'on prépare, un grand rassemblement des profs de Kodesh, euh, tout début juillet. A priori, la date de mémoire, c'est le 9 juillet. Ce sera une journée complète avec le matin des intervenants d'un haut niveau et l'après-midi des ateliers pour les profs de collège sur différentes thématiques. Restez à l'écoute. Si vous avez le sentiment que des collègues ne sont pas encore sur nos listings parce qu'ils n'ont pas eu l'information, n'hésitez pas à revenir vers Héloïse Alali pour donner des adresses, des groupes WhatsApp, etc. On n'hésitera pas, on les intégrera, on leur donnera de l'information. Et on l'a déjà fait avec des enseignants de lycée. Il y a aussi parfois des actions de mise à disposition de matériel pédagogique pour des profs de collège. Donc, n'hésitez pas à être dans cette démarche. Voilà, Héloïse a mis son adresse mail dans le chat, donc h.alali@campusfju.org. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout élargissement, toute action. En tout cas, on est en train d'essayer de continuer à développer la formation continue des profs de Kodesh. Après cette journée du 9 juillet, ça reprendra en septembre avec un nouveau programme pour l'année prochaine, mais on va essayer de garder ce rythme, d'avoir un focus une fois par mois. Alors, on essaye de trouver aussi le bon horaire. Donc, on va essayer de pas faire plus tard que ça, vous avez raison. Rav Lubeki, il faut savoir s'arrêter un moment dans la journée. Mais c'est vrai que parfois dans la journée, ça peut être difficile. Les enseignants travaillent, d'autres ont des enfants à s'occuper. Donc, on essaye de trouver les bons moments. Si vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas à revenir vers nous. Normalement, on avait là maintenant l'intervention du Rav Élie Lévy-Usan, donc qui ne nous a pas encore rejoint. Donc, en tout cas, voilà, sachez que le campus FJU développe, au-delà des formations de Chol, des formations de Kodesh. Et je vais rajouter aussi une information qui est importante. C'est pas pour vous pousser à faire votre alia aujourd'hui. Je suis pas dans cette démarche-là, non pas parce que je suis pas pour l'alia, mais parce qu'on a besoin de vous en tant que prof de collège en France. Mais sachez que, voilà, si jamais vous avez décidé à un moment de faire votre alia, s'il y a des parents à vous qui ont déjà fait leur alia, qui ont déjà eu des diplômes ou des formations faites en France, il y a possibilité d'avoir des équivalences.
ils s'adressent directement à nous ou en Israël au service du ministère de l'Éducation nationale. Et nous examinerons les demandes pour essayer de trouver des équivalences sur tout ou partie d'une Théodat Torah. Il y a tout un dispositif qui est mis en place entre le campus et Israël. Et le campus est le seul certificateur pour tous les instituts de formation d'enseignants de Kodesh français, que ce soit Bet Rivka, que ce soit Tomer Deborah à Aix-les-Bains, que ce soit le séminaire de Bet Miriam à Armentières, que ce soit des formations faites autrefois par l'Institut André Neher ou par l'Institut Moshe Arendt ou par le campus. Tout ceci est centralisé au niveau du campus aujourd'hui pour essayer d'aider les collègues qui, à un moment donné, ont décidé de faire leur alia. Mais sans lutter contre l'alia, nous avons besoin de profs de Kodesh en France. Donc, prenez le temps de réfléchir à votre alia. Si l'agence juive m'entendait, elle ne serait pas très contente. Mais en même temps, voilà, on a vraiment, vous savez, les enseignants, c'est comme le capitaine d'un bateau. Il faut rester jusqu'au dernier. Tout juif qui est dans un territoire où les juifs sont en train de partir, il a besoin d'éducation. Donc les enseignants doivent être les derniers à partir et continuer à remplir leur mission pour enseigner des générations. Bon, quand ils ont pris leur retraite, je n'ai plus rien à dire, mais avant la retraite, on a besoin de vous. Il y a un vrai manque de profs de collège en France aujourd'hui. Et il y a aussi un manque de formation. Donc, on essaye par différents moyens de développer cette formation, de faire en sorte qu'elle se diversifie. Et donc là, voilà, pour le mois de juillet, on vous prépare un bel événement avec Dan et avec Héloïse. Donc, soyez au rendez-vous. Réservez dès maintenant votre journée du mardi 9 juillet. Si En je présentiel. En en présentiel. présentiel, absolument. Ce sera à Paris en présentiel. On a déjà des rabbinim qui nous ont donné leur accord de principe pour être présents dans la matinée. Et il y aura tout un ensemble d'ateliers qui seront organisés dans l'après-midi, matière par matière, niveau par niveau. Donc, on essaye de faire quelque chose qui soit le plus grand possible et qui, je dirais, valorise les profs de Kodesh. On a, nous, le sentiment que les profs de Kodesh, c'est l'élément essentiel de l'école juive. S'il n'y avait pas de profs de Kodesh, à la limite, ce sont des établissements privés comme un autre, privés laïques, sans avoir besoin d'avoir une identité juive. Si l'école privée juive en France est juive, c'est parce qu'il y a un enseignement de Kodesh. C'est ça qui permet de construire l'identité de nos jeunes et de faire en sorte qu'ils restent dans le Limoud de Torah, qu'ils restent dans une identité forte, qu'ils sachent qui ils sont. Après, que ce soit des grands pratiquants, des moins grands pratiquants, c'est l'histoire et la vie de chacun, mais au moins qu'ils sachent d'où ils viennent, qu'ils sachent ce que c'est que le peuple juif, ses valeurs, et en quoi le peuple juif a des valeurs à apporter au monde, à partager avec l'humanité, et que ce n'est pas le moindre des peuples, même si on est le moins nombreux, ce qui fait notre valeur, c'est notre attachement à la Torah. Et pour ça, ça passe par un enseignement de Kodesh qui doit être de qualité, qui doit être adapté au monde, aux besoins de la société française, aux besoins de nos élèves. C'est vrai qu'on le disait voilà, tout à l'heure, il faut mesurer le temps passé à la traduction. Il ne faut pas bâcler la traduction, mais il ne faut pas faire que de la traduction. Nos textes ont autre chose à dire que simplement d'avoir une version en français. Et il faut essayer, tout en ayant des temps réservés au travail sur la langue, parce qu'il doit y avoir une vraie acquisition, mais en même temps, on laisse du temps au sens, à la richesse de nos textes. On ne laisse pas croire aux enfants que c'est juste on est en train de faire la version et du thème comme on ferait en anglais, en latin ou autre. Ce sont des textes qui ont des choses à nous dire, qui va bien au-delà de la traduction. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de l'étude en profondeur. C'est ce qu'on a vu avec le Rav Beressi tout à l'heure. Vraiment, aller dans la Mishnah, l'étudier en profondeur. Et c'était intéressant, d'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant la comparaison qu'il a faite avec le commentaire de Rashi sur la Mishnah, qui se trouve dans les éditions de Gemara et qu'en général, on ne trouve pas dans les éditions de Mishnah parce que ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas la même vocation. Et c'est vrai que je crois qu'on a beaucoup de plaisir à étudier le Barthénora, également le Tiferet Israël, que j'aime beaucoup et qui est une grande richesse pour
pour nos générations dans l'étude de la Mishnah. Et il ne faut pas négliger. Qu'on commence par Kéati, ça me semble tout à fait acceptable. On a des difficultés à nous motiver, surtout quand on étudie seul. Un Kéati, ça va nous permettre d'arriver facilement à une compréhension de base. Et il va reprendre des éléments du Barthénoura, il va reprendre des éléments de Tiferet Israël, et il va faire un peu le tour de tous ces éléments-là. Donc, tant mieux si on commence par ça, si c'est une entrée, comme vous le disiez également avec les Mishnayot illustrés, si ça nous permet de concrétiser. Ne faisons pas que ça. C'est ça que j'avais envie de dire. Ne restons pas dans une approche trop simple de la Mishnah. Commençons par ça si on pense que pour nos élèves, c'est une bonne approche, mais ne restons pas à ce niveau-là. Alors, j'ai aperçu le Rav Lévi Usan avec nous de la société J'aime lire, qui a une belle librairie à Hier. On voulait avec vous, euh, Rav Usan, regardez un petit peu ce qu'on a de disponible aujourd'hui dans l'édition pour enseigner la Mishnah ou étudier la Mishnah de manière individuelle ou collective au niveau des écoles. C'était ça notre intérêt. Vous-même, vous êtes devenu non seulement une librairie, mais une maison d'édition, donc avec des supports pédagogiques tout à fait adaptés aux enfants. En allant sur votre site, j'ai aussi vu que vous étiez un auxiliaire très important des parents d'élèves lorsqu'ils ont une liste de livres de Kodesh à acheter pour leurs enfants, puisqu'on peut trouver un certain nombre d'établissements, en plus la bonne classe avec les bons ouvrages sans avoir besoin de se tromper d'édition. Donc ça, tout ceci, c'est appréciable et c'est un vrai service à la communauté et aux parents d'élèves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Ravizan? Merci nous avoir rejoints dans ces dernières minutes de notre soirée sur la Mishnah. Alors, j'ai rien entendu de tout ce qui a été dit juste avant. Si ça vous dérange pas de répéter, parce que je viens que à l'instant à entendre les 5 derniers mots que vous avez dit. Qu'est-ce que vous Alors, d'accord. attendez? Alors, je disais que d'abord, je parlais de J'aime lire, de la librairie que vous avez, de la maison d'édition, du site internet qui est accessible pour les parents. Et ce qu'on attendait de vous aujourd'hui, c'était de découvrir un peu qu'est-ce qu'on a comme support aujourd'hui dans le monde de l'édition juive pour enseigner la Mishnah ou pour l'apprendre tout seul. On a parlé d'édition avec les uns, avec les autres, d'édition classique avec Barthénoura, d'édition plus moderne avec Rav Kehati, d'édition illustrée avec la Mishnah, comment on appelle ça, Mevuerot, comment c'est déjà? Mishnayot Mevoirot. Et Mevuerot, voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous pourriez nous présenter ce soir? Alors, vous avez aujourd'hui beaucoup de cahiers d'exercices, mais Mhm. comme je travaille avec toutes sortes d'écoles, mais beaucoup avec les Khadarim, et les Khadarim utilisent beaucoup de supports tout en hébreu. D'accord. Après, ces supports-là, on peut les prendre et le moré ou les profs peuvent les prendre et en prendre les exercices qui les intéressent et les traduire en français s'ils ont des enfants qui ne comprennent pas l'hébreu. Mais j'ai une dizaine de supports en hébreu, de cahiers d'exercices différents en hébreu. Mhm. Ils sont même sur mon site internet. Vous pouvez voir D'accord. en période d'affaires scolaires, vous avez une rubrique scolaire et vous avez cahiers d'exercices. Et là-bas, vous avez toutes sortes de cahiers d'exercices différents. Maintenant, il faut savoir aussi une chose que pas tout ce qui pas tout ce que je vends est sur le site. Je peux avoir des D'accord. choses des fois en magasin où on peut me demander des choses par WhatsApp que je peux avoir très facilement. Je les envoie tous les semaines ou tous les 2 semaines à partir d'Israël. Donc, j'ai un moyen facile pour recevoir des cahiers d'exercices
de différentes Maseret. Parce que d'une école, on va prendre Maseret Tani, dans une autre école, on va prendre Maseret Yoma, Eh oui. et on peut pas tenir des stocks de tout. Mais vous avez un Mhm. Mishnah Sheli. Un Mishnah Sheli, il a fait une 5-6 Masertot. Vous Mhm. avez un autre Ce sont que des cahiers d'exercice où il y a le texte de la Mishnah. c'est Il y a des le- cahiers d'exercice, mais à travers le cahier d'exercice, il y aura toujours le texte de la Mishnah. D'accord, donc ça peut servir de support global pour le cours. Ouais. S'il y a un groupe, je pourrais envoyer demain matin Mhm. les différents livres sur le groupe de cette réunion. Je ne sais pas combien il y a de personnes. Je viens Mais de rentrer, on vous vient de envoyez à m'appeler, Héloïse. mais je pensais Héloïse que c'était Alani, oui. demain. Donc, m'excusez, je me suis. Un quoi? Un quoi? Vous J'ai pas envoyez compris. à Dan ou à Héloïse. Vous Ah, d'accord, envoyez ok. Dan ou Héloïse et puis on fera suivre. D'accord, ok, très bien. Alors je vais leur envoyer tous les supports que j'ai ou leur mettre les liens et je vais leur mettre aussi par exemple, un exercice de chaque cahier qui voit Mhm. c'est quoi le genre Tout à fait. je vais essayer de voir si je peux scanner ça, faire Mhm. un document propre. Et voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Ça veut dire on n'est pas obligé d'enseigner la Mishnah comme on l'enseignait il y a 30 ans sur du texte, mais on peut l'enseigner avec beaucoup Mhm. d'exercices ludiques et intéressants. Après, même Mhm. pour les tout petits, vous avez aujourd'hui les Pirkei Avot en chanson, vous avez les Pirkei Avot en Mhm. livre d'enfants. Il y a plein, c'est énorme tout ce qu'il y a en vérité. C'est énorme tout ce qu'il y a. C'est pas, D'accord. on peut pas. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des besoins quelconques ou qui recherchent un livre ou qui recherchent quelque chose, et ben voilà, c'est mon travail d'aller chercher en Israël, de trouver parce que Mhm. il y a des très 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 belles choses qui existent et qu'on n'est pas forcément au courant. Mhm. Et voilà. Donc on essaie d'emmener tout ça à Mhm. portée des gens. Est-ce qu'il y a des traductions en français aujourd'hui? Autrefois, il y avait la Mishnah traduite par le rabbinat français, mais est-ce qu'il y a d'autres Alors, traductions plus récentes? alors, Je alors, vous parle d'il y en a 40 ans, hein, mais bon, depuis, ouais. Alors, les livres en français, ce qui existe, il y a une édition, comme vous avez dit, le rabbinat, c'est la Mishnah, c'est les livres gris, oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, les livres gris un peu souples. Vous oui. avez des livres beige et bleu clair des éditions Pardès à Marseille. Ça, j'en ai aussi en librairie. Vous avez le Keati, des éditions de Kol Yehuda qui distribuent. Donc, ça aussi, c'est accessible. J'en ai. Vous avez un travail colossal qu'un certain monsieur, je pense, Bol ou Azoulay a fait. Ça s'appelle La Mishnah. C'est un livre qui coûte très, très cher. Ils ont fait déjà plus de 12 13 livres. Mais les gens, ils mettent le prix pour ce livre parce qu'il est vraiment, vraiment bien, bien expliqué. Et là, je vous parle que des livres en français. Mhm. Après, Mhm. vous avez dans les Gemara Arskol, vous avez à l'intérieur la Mishnah. Mhm. Donc ils ont pas fait encore ils ont pas fait encore un livre qui englobe ou qui prend que la Mishnah. Oui. Mais voilà, donc vous pouvez récupérer ça là-bas. Qu'est-ce qu'il y a encore en français? Voilà, j'ai fait le tour, hein, qui a dit la Mishnah. Euh, euh, ouais, c'est tout. En Mishnah, D'accord. il y a que ça. En cahier d'exercice en français, euh, Mhm. ça, j'ai pas trop vu. C'est chaque prof qui fait selon, selon la classe qu'il a en face de lui. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, voilà, on diffusera, on vous enverra également le lien pour arriver à la vidéo et en même temps, on diffusera dans le même envoi des éléments de visuels que vous allez nous transmettre. Je pense que voilà, tout le monde n'a pas connaissance de toutes ces éditions ou de tous ces supports. C'est bien là aussi de partager des supports pour permettre à chacun d'améliorer son cours. Merci, Ravuzan. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on termine, qu'on clôture cette séance?
Visiblement non. Bah, écoutez, merci à tous de votre investissement, de votre participation. Merci aux intervenants parce que c'était vraiment extrêmement important d'avoir tous ces éclairages et je pense que les intervenants se sont bien complétés les uns les autres et ça permet de repartir en ayant un peu plus de connaissances sur ce que d'autres font et ça nous permet de nous stimuler encore plus pour développer notre enseignement et la qualité de notre enseignement. Merci à tous. On espère tous vous retrouver en présentiel à Paris. On vous donnera les adresses et les programmes le 9 juillet pour une journée de rassemblement des profs de Kodesh avec une journée de formation et d'échange. Et voilà, diffusez autour de vous. Le programme L'Elamed reprend une nouvelle promotion à la rentrée, donc vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez trouver tous les éléments d'information sur le site du campus. L'adresse est très simple, c'est campus-fjU.com et vous retrouverez dans la formation l'Elamed tout ce qu'il faut, le programme et le dossier d'inscription. Si vous avez autour de vous des gens qui veulent s'inscrire, pour tous les restes, pour tous les autres, on se retrouve à la rentrée également pour de nouvelles séances de formation continue. Merci, très bonne soirée, Shabbat Shalom à tous. Merci aux